Et puis ici le secrétaire qui est la mémoire de la loge, et là l'orateur qui est le gardien de la Constitution du Grand Orient et du règlement intérieur de la loge. Alors qui siège quand? Alors, ceux qui ont été initiés, bien entendu. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des nouveaux, il y a des hommes venant de tous les horizons sociaux, des gens très importants dans la société civile, dans la société politique, dans la société administrative. Des ministres, des députés. Des ministres, des députés, des généraux, des préfets. Hein. Et puis aussi des gens tout à fait modestes, des commerçants, des petits employés. Cette année, les 700 loges du Grand Orient planchent sur une question, c'est la question B. Dans un monde en mouvement, la franc-maçonnerie peut-elle et doit-elle évoluer? Question adoptée par l'Assemblée Générale du Grand Orient en septembre dernier, mais les sujets ne sont pas toujours aussi neutres. L'année dernière, nous avons beaucoup travaillé sur les données de l'immigration et les solutions qu'il fallait apporter à ce problème. Voilà un problème très concret. Le travail en loge peut déboucher sur une action politique au sens propre du terme. La Nouvelle-Calédonie en est une illustration. 1988, le Caillou est au bord de la guerre civile. Dans les temples, à Paris et à Nouméa, les francs-maçons sont à l'œuvre et les frères ne se contentent plus de réfléchir. Jean-André Fauché, historien de la franc-maçonnerie, s'est souvent rendu sur place. Il y avait, dans un moment où les différentes communautés ne se connaissaient plus, ne se fréquentaient plus, il y avait des Kanaks et des Caldoches qui continuaient à se voir régulièrement et à fraterniser. Où ça, dans les temples? Dans les temples, dans les temples. Et alors, chacun, au poids de sa propre communauté, a joué la poursuite du dialogue, la poursuite de la fraternisation. C'est-à-dire qu'on peut dire que les responsables politiques qui se sont servis de la maçonnerie pour cela, qui n'étaient d'ailleurs pas tous francs-maçons, ont trouvé l'appui des francs-maçons pour jouer ce rôle. Et on peut dire que si la guerre civile n'a pas éclaté, ne s'est pas développée en Nouvelle-Calédonie, c'est grâce au rôle joué par les membres des loges. Ce que vous sous-entendez, c'est que les leaders de Nouvelle-Calédonie étaient pour certains maçons. Pour certains maçons. Jean-Marie Tjibaou? Tjibaou, je puis vous affirmer qu'il ne l'était pas à l'époque où je l'ai bien connu. Jacques Lafleur? Non, ça, je n'en sais rien. Je ne peux pas vous le dire, j'en sais rien. Jacques Lafleur n'est plus franc-maçon, mais il fut initié au Grand Orient. D'ailleurs, Roger Leray, ancien grand maître du Grand Orient, fait partie de la mission envoyée par le gouvernement Rocard. Une contribution déterminante au règlement de la paix et qui aboutit à la fraternelle poignée de main des frères réconciliés. Non, cet argument est le plus... La franc-maçonnerie n'est donc pas seulement un laboratoire d'idées. De là à s'imaginer quel contrôle des hommes et des partis. Il n'y a qu'un pas vite franchi pour ceux qui l'accusent de comploter. Le Parti radical fut le grand parti maçonnique de la Troisième République. Aujourd'hui, 70% des adhérents sont francs-maçons ou très proches. Lors de son dernier congrès, il y a 3 semaines à l'hôtel Nico, les francs-maçons du Parti radical annoncent à la vue de tous leur réunion, la fraternelle IRAM. Même endroit, même moment et pratiquement même personne, est-ce que c'est pas un congrès bis? Vous savez, il y a longtemps que la fraternelle radicale ne fait plus un président du parti radical ou n'impose plus telle ou telle option ou telle direction au parti. D'abord parce qu'elle ne le souhaite pas. Donc dans la fraternelle, ce soir, pas un mot sur l'élection du président? Oh, sûrement des mots de sympathie, mais pas de directive de vote, ça va de soi. Est-ce que le fait d'appartenir à la Grande Loge féminine de France a été pour vous un marchepied dans votre carrière politique? Non, 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 sûrement pas. Sûrement pas. Non, non, c'est d'ordre privé, encore une fois. Et ça, ce sont encore des histoires que l'on rencontre dehors. Peut-être qu'autrefois, je ne sais pas. Et puis chez les hommes, c'est peut-être différent. Moi, je suis dans une obédience féminine. Quand vous étiez ministre, une sœur franc-maçonne vient vous voir en vous disant « Voilà, j'aimerais avoir tel boulot » ou que tu me fasses sauter ce PV. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ça dépendait de la personne. Si c'était une amie très très proche, que j'aurais aidé de toute façon, même si je n'avais pas été ministre, j'essayais de voir si je pouvais faire quelque chose, mais ça ne réussissait pas toujours. Si c'était quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant, ça restait quelqu'un d'étranger. Mais ceux qui veulent entrer sur un calcul, en se disant ça va m'aider dans ma carrière, cela, je peux vous dire, ils se plantent. Pourtant, l'opportunisme n'est pas toujours absent des loges. Les frères appellent cela la maçonnerie alimentaire. Par exemple, je peux vous dire que moi, j'ai reçu une lettre d'un franc-maçon de gauche qui me disait « Est-ce que tu pourrais intervenir auprès de notre frère Charles Hernu? Je voudrais avoir la Légion d'honneur. Après 20 ans, les autres se servent, c'est maintenant notre tour. » Roger Leray, qui était le grand maître du Grand Orient à l'époque,
a été obligé d'écrire une lettre. Il a été obligé d'écrire une lettre que j'ai approuvée pleinement et Charles Hernu également, qui a été diffusée dans toutes les loges, en disant d'abord qu'il ne fallait pas que chaque maçon se mette à écrire à un ministre ou un homme de son cabinet s'il supposait l'être, et qu'il commence à demander n'importe quoi. Mais la franc-maçonnerie, c'est une société d'hommes, donc c'est pas parfait, c'est partout pareil. Avec le compas et l'équerre. Les francs-maçons n'ont jamais eu pour vocation la prise du pouvoir politique, mais ils n'ont jamais cessé d'être les incontournables conseillers du pouvoir. Nous n'avons pas droit au repos. Voilà donc pour cette enquête de fond d'Aimar du Châtenay et de David de Pujadas, une enquête qui n'a pas été facile à réaliser, qui a nécessité plusieurs semaines, même plusieurs mois de travail. Il est vrai que le sujet est rarement abordé. À la télévision, il y avait eu l'enquête de Serge Moati il y a 4-5 ans, et puis il y a 17 ans, il y avait eu une tentative de débat autour d'une enquête de Jacques Brigaut, enquête qui avait été déprogrammée, ainsi que le débat, c'était sur Antenne 2, il y a donc 17 ans. C'est vous dire qu'il était assez difficile d'organiser ce type de débat derrière une enquête telle que celle que vous venez de voir. Et nous avons essayé de faire de même. Ce soir, tout allait plutôt bien. Nous avons l'habitude de le faire après chaque reportage de ce style. Nous l'avons fait dernièrement avec Jean-Marie Le Pen, puis ensuite avec Georgina Dufoy. Là, on pensait qu'il n'y aurait pas de problème. Un grand nombre de personnalités nous avaient dit oui. Et puis finalement, les unes après les autres, jusqu'à il y a quelques minutes, elles se sont toutes désistées. Nous vous expliquerons pourquoi dans quelques instants. Je le disais tout à l'heure, ce reportage a été accompagné, précédé et suivi d'un grand nombre de contacts avec les grands maîtres des grandes loges, disons des grandes obédiences qui nous intéressaient tout à fait directement. Par exemple, Michel Barra, qui vient d'écrire ce livre chez Albin Michel, qui vient d'écrire donc La conversion du regard, et qui est actuel grand maître de la Grande Loge de France. Et il est très jeune, je crois que c'est l'un des plus jeunes grands maîtres de l'histoire maçonnique. Même chose pour un tout nouveau grand maître, qui lui aussi a moins de 45 ans, qui s'appelle Gilbert Abergel, qui lui est grand maître du Grand Orient, donc vous savez que c'est l'obédience la plus importante en France. Tous ces contacts se sont bien passés, on a eu de bons rapports avec les gens avec qui nous parlions. Malheureusement, dès qu'on leur demandait d'intervenir sur ce sujet, donc les rapports, et ça passionne beaucoup les journalistes, les rapports entre la franc-maçonnerie et la politique, la réponse était pratiquement toujours négative, d'où toutes ces chaises vides qu'on voit autour de vous, Charles Villeneuve. Alors Jean Popren, celle de Jean Popren qui avait accepté, je crois, jusqu'à à peu près midi. À midi, nous avons une conversation téléphonique avec lui, Gérard Carrérou et moi-même, mais il s'est incliné après avoir eu lui-même une conversation téléphonique avec le grand maître Gilbert Abergel. Il voulait donc venir, tout à fait, vous connaissez la personnalité quand même d'un ministre de la République et d'un député-maire. Et la parole est je dois dire que j'ai été profondément étonné, ainsi que Gérard, de l'invitation refusée au dernier moment par Jean Popren. Mais je crois qu'il est assez grand pour s'expliquer lui-même, et c'est ce que nous avons souhaité. D'ailleurs, dans l'après-midi, j'ai joint son épouse, Nathalie Popren, et nous avons convenu d'une conversation téléphonique à l'issue de cette enquête, du reportage que vous venez de voir. Deuxième invité, Marc Blondet, le secrétaire général de Force ouvrière, qui lui s'est décommandé hier. Voilà, à partir de là, nous avons considéré que nous ne pouvions organiser un débat contradictoire. Nous avons donc décommandé un frère Santabli, en quelque sorte un compagnon de route très favorable aux maçons, qui en a pas mal d'ailleurs dans son conseil municipal, c'est Robert-André Vivien, député RPR. Puis Yvan Blot, qui n'est pas du tout franc-maçon, mais qui représentait ce soir l'aspect contradictoire le plus violent, sans doute, contre la maçonnerie. Yvan Blot, qui est député européen du Front National, qui est venu spécialement de Bruxelles et que j'ai moi-même dû décommander tout à l'heure, alors que nous n'avions pu le joindre, débarquant donc du TGV Bruxelles-Paris. Je lui ai demandé de ne pas être présent sur ce plateau, puisque nous avions absents, donc M. Popren et M. Blondet. Alors on a essayé de joindre à nouveau téléphoniquement Jean Popren, mais apparemment le numéro ne répond plus.
Gérard Carreyrou. Oui, à ce que vient de dire Charles Villeneuve, je voudrais ajouter quand même quelque chose qui me surprend. Il était effectivement midi, Jean Popprenne, qui est un battant, qui a l'image de débatteur, on l'a vu toutes les grandes soirées électorales sur toutes les antennes de télévision, qui a été un homme qui a toujours voulu le dialogue, y compris avec le Front National, lorsque par exemple les socialistes ne voulaient pas ce dialogue. À midi, aujourd'hui, Jean Popprenne se réjouissait presque de pouvoir débattre du rôle politique de la franc-maçonnerie. Il disait, vous savez, on exagère, le rôle direct de la franc-maçonnerie aujourd'hui est moindre que ce qu'il était autrefois sous la Troisième République, mais je suis prêt à en débattre, y compris avec l'ancien président du Club de l'Horloge, M. Blot, qui bien sûr avait certainement sur le sujet une opinion différente. Et puis on se donne rendez-vous pour ce soir, sur le plateau ici, et puis brutalement, une demi-heure après, cet homme qui a pourtant l'habitude de prendre ses décisions d'une manière autonome, même à l'intérieur de son parti, il a eu parfois des problèmes pour cette espèce de liberté de langage qu'il a, apparaît comme un homme sous influence qui, une demi-heure après, nous rappelle en disant je suis très ennuyé mais je ne peux pas venir ce soir. Ce qui montre quand même qu'il y a au moins une influence de la hiérarchie maçonnique sur les grands francs-maçons de la politique. Alors on peut peut-être interroger un ancien grand maître, il l'a été par 2 fois, grand maître de la Grande Loge de France qui est avec nous, Pierre Simon. Est-ce que vous donniez, du temps où vous étiez patron de votre obédience, est-ce que vous donniez des consignes de ce type ? Non, je suis très étonné de l'argumentation que vous apportez, parce que la définition du franc-maçon, c'est d'être un homme libre dans une loge libre. Maintenant, je peux comprendre qu'en raison d'événements récents et qu'un membre même récent aussi du gouvernement peut hésiter à venir, c'est que vous connaissez comme moi les problèmes qui agitent le monde politique et que le moindre argument peut être saisi pour qu'on puisse... comment dirais-je, accuser les avilir une attitude. Alors par conséquent, c'est une... Quel événement récent vous faites allusion ? Ce qu'on appelle les affaires. Ah, mais il était prêt à en parler. Oui, on lui a dit qu'on en parlerait, il était prêt à y répondre. La franc-maçonnerie n'a rien à voir si vous voulez, à l'intérieur des loges avec les affaires, et je comprends qu'il devant ce risque de confusion, qu'à la dernière seconde, il ait pu être dissuadé. Non, je vous assure qu'après avoir conversé aussi bien Gérard et moi-même avec Jean Popprenne, nous avions établi même comme principe de débat les affaires, et notamment dans le cadre de la sagesse avec Jean Popprenne. Donc il n'était en rien gêné par cette évocation. Je crois qu'il a même une argumentation très solide et très vindicative et offensive même sur ce plan-là. Et je le crois volontiers. Connaissant assez bien, si vous voulez, les mécanismes de ces affaires, je le crois volontiers. Je ne peux pas me substituer à son raisonnement. Il faut dire que la plupart des autres que nous avions contactés avaient également refusé avant. Il y avait M. Nucci et Charles, il y en avait d'autres également. C'est-à-dire qu'en fait, quand même, globalement, finalement, on découvre ce soir, au dernier moment, que tout le monde a refusé de venir et de parler. Il y a quand même un problème d'atmosphère actuellement, et je comprends aisément que mes frères aient pu se désister. Ce qui m'étonne un peu et ce qui me peine, c'est que ce soit au dernier moment. Je dois dire que moi-même, finalement, si je suis là, c'est parce que je ne suis point passé à mon domicile pour relever les messages sur mon répondeur. Parce que... Alors, Pierre Simon, on va essayer comme d'aborder le problème général des rapports des francs-maçons avec la politique. D'abord, est-ce que ce que vous avez vu... M. Popprenne, il va répondre lui-même, alors. Jean Popprenne. Oui. Bonjour. Est-ce que vous avez eu le temps de pouvoir regarder notre reportage, finalement? Oui, j'en ai eu connaissance, mais j'ai tout de même été un peu étonné, je le regrette parce que ce sont des journalistes avec qui j'entretiens les meilleures relations, d'une certaine présentation. Naturellement que j'ai mon indépendance d'esprit et je crois que j'en ai souvent assez fait preuve, mais en même temps, en entrant en maçonnerie, j'ai contracté un certain nombre d'engagements, c'est-à-dire d'un minimum de respect, ce qu'on peut appeler les règles de l'ordre, de l'obédience, et par conséquent, ce serait inconvenant de ne pas les respecter. Et je me sens donc parfaitement en harmonie avec l'obédience à laquelle j'appartiens, et je suis heureux d'y appartenir, et en même temps parfaitement en harmonie avec ma conscience. Monsieur Popprenne, est-ce que, oui ou non, vous avez reçu, disons, une recommandation pressante du grand maître du Grand Orient, entre midi et midi et demi aujourd'hui, vous demandant de ne pas participer au débat? Permettez-moi de vous dire, Gérard Carreyrou, que je ne me sens pas tenu d'apporter là une réponse. Il y a des convenances communes et je les respecte.
Mais qu'est-ce qui fait que vous aviez accepté jusqu'à midi et que finalement vous avez refusé au dernier moment? Je vous répète, il y a les convenances communes. Pour le reste, je ne souhaite pas, si vous le voulez bien, me plier à ce qui apparaît un peu, M. Namias, comme un interrogatoire. J'ai pris mes responsabilités et je les assume.